Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Quelques jours après la décision algérienne de ne pas renouveler l'accord sur le gazoduc Maghreb-Europe, le Parlement européen a exprimé hier sa grave préoccupation. Pour le Maroc, c'est presque un non-événement et l'heure est à la mise en place de solutions alternatives durables. Quelles sont ces alternatives durables? Nous posons la question à notre invité. Il s'agit de Ahmed Azirar, professeur en économie et en commerce international, aujourd'hui en direct avec nous depuis Paris. Bonjour professeur. Bonjour, c'est Amar, bonjour à vos auditeurs. Merci d'être avec nous donc pour parler de ce sujet. Donc, comme je le disais, pour le Maroc, c'est presque un non-événement. Comment analysez-vous le contexte dans lequel cette décision a été prise du côté algérien? Merci. Donc, vous suivez bien sûr l'actualité internationale. Alors, la question de l'énergie, et particulièrement du gaz, est une question qui préoccupe pratiquement le système politico-économique mondial. Alors, pour preuve, vous avez vu les discussions du G20 à Rome. Il y a aussi des discussions à Glasgow, donc dans le cadre de la COP 26. Donc, et il y a aussi, donc vous le voyez, des inquiétudes pratiquement partout au monde. Alors, vous avez cité le Parlement européen, donc là où il y a eu véritablement une expression d'inquiétude. Donc, je crois que tout le monde craint une quatrième crise énergétique mondiale et personne ne devrait être attentiste ni rester les bras croisés, bien sûr, face à une situation, surtout qu'elle vient dans une conjoncture très particulière de post-Covid, de relance industrielle qui subit justement cette crise. Alors, crise qui ne devrait pas avoir lieu puisqu'il y a suffisamment de réserves gazières dans le monde et surtout également que la relance post-Covid se trouve être chahutée, donc bloquée par des difficultés énergétiques, mais également par des difficultés également dans les chaînes toujours de transport mondial, alors au point que l'industrie manque d'un certain nombre de produits stratégiques, donc vous suivez là. Donc vous voyez bien que c'est un contexte assez particulier et la Russie, qui est le principal fournisseur et détenteur de la majorité bien sûr des réserves mondiales de gaz, est en train de comprendre la situation. Donc elle est en train de jouer bien sûr de cet avantage dont elle dispose face à ses concurrents internationaux, particulièrement occidentaux, et elle est en train de jouer gagnant-gagnant. Alors nous voyons qu'elle comprend la situation. Alors elle fournit naturellement l'Europe, elle va continuer à fournir et donc à profiter aussi bien économiquement que stratégiquement de cette manne qu'elle a. Alors professeur, oui. Si je peux me permettre, alors je pense que vous avez un peu quand même contextualisé la situation actuelle. Pour le Maroc aussi, on en fait un moins de pression, en tout cas un enjeu de géopolitique. Selon vous, quelle solution aujourd'hui le Maroc peut mettre en branle? À ce propos, je rappelle que l'ONIM et l'ONE avaient dit que des solutions sont en cours d'étude pour avoir des alternatives durables. Quelles peuvent être, selon vous, ces alternatives durables aujourd'hui? Alors, les alternatives, déjà, vous avez bien dit que c'est un non-événement, puisque le Maroc, la question des stocks stratégiques et des stocks de souveraineté même est à l'ordre du jour de longue date. Et vous avez suivi le récent discours de Sa Majesté, où il a encore naturellement rappelé au gouvernement actuel ses devoirs devant cette situation. Donc aussi bien les stocks énergétiques que les stocks stratégiques en matière alimentaire, en matière industrielle
etc. Surtout que nous sommes aujourd'hui dans des chaînes industrielles mondiales où un naturel de stock est nuisible à notre croissance économique, mais également à notre, tout simplement, consommation lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires. Dieu merci, nous n'avons pas beaucoup de dépendance à ce niveau, sauf en ce qui concerne le blé et les huiles, donc et certaines autres, mais minimes, certains produits. Donc nous avons aussi des dépendances, en tout cas des attentes de fournitures étrangères en matière industrielle, puisque nous sommes dans des chaînes, comme je viens de le dire. Donc c'est une situation que le Maroc traite, et l'énergie est une problématique qui est traitée aussi par le Maroc depuis des décennies déjà. Alors vous suivez donc les objectifs en matière de renouvelables, puisque le renouvelable aujourd'hui est déjà à plus du quart de presque 30% déjà de notre consommation intérieure. Donc il est prévu de ramener déjà à plus de 50% dans la décennie à venir. Donc c'est déjà une solution très structurelle. Alors il y a bien sûr d'autres solutions structurelles qui sont en perspective, puisqu'il y a eu des découvertes marocaines en matière gazière et dans trois régions différentes. C'est une situation aussi qui, dans les futures proches années, vont donner une autonomie quasi totale à l'énergie marocaine. Mais en attendant, vous savez que le renouvelable va continuer. Il y a aussi un ministère également de transition énergétique, mais également d'efficience énergétique qui a été créé. C'est un élément aussi de gestion naturellement de l'énergie. Il y a eu aussi, et il y aura naturellement ce qui est à court terme, puisque nous sommes aussi rattachés à l'Europe en ce qui concerne notre fourniture d'électricité. Donc c'est un élément qui est éminemment important et qui ne risque jamais naturellement de faillir, puisque nous sommes en bonne entente et en confiance totale avec nos partenaires européens, en particulier avec notre partenaire espagnol. Alors, vous voyez déjà... Donc, désolé de vous interrompre, professeur. Je pense que là, quand même, vous avez donné peut-être une réponse non seulement globale, mais aussi assez spécifique au secteur électrique, c'est-à-dire on met le zoom sur le renouvelable. Cela dit, on a quand même des centrales gazières qui ont été construites justement dans le cadre de cet accord, donc de ce gazoduc, donc Europe-Maghreb. Sur un plan purement gazier, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas avoir d'impact en fait? Parce que je rappelle que les deux centrales donc, qui se situent dans l'est du Maroc contribuent à autour de 17% de l'électricité consommée au Maroc. Comment faire pour continuer à utiliser ces centrales-là et à continuer d'utiliser cette ressource énergétique qu'est le gaz? Alors, si vous avez constaté, vous avez vu que le Premier ministre, le chef du gouvernement, premier voyage qu'il a fait, il l'a fait dans le Golfe. Alors, ça veut dire, donc c'est très significatif, ça veut dire que la diversification des fournisseurs marocains en matière tant de pétrole que de gaz est déjà en cours. Donc, si ce n'est déjà effectué, bien entendu. Donc, c'est une déjà solution. Alors, sachez aussi que la Russie est également un partenaire marocain. Et à ce que nous sachions tous, la Russie est le premier nanti en matière de réserve mondiale gazière. Et il n'est pas exclu, naturellement, que le gazoduc qui est Algéro, ex-Algéro, Maroc-Europe, sera utilisé dans le sens inverse pour fournir le Maroc en matière de gaz. Alors, ceci est très plausible. Alors, n'oubliez pas que la Russie est aujourd'hui impliquée au Maroc, dans le nord du Maroc, du côté de Nador, dans des investissements. Et la Russie est également un partenaire marocain, puisque le Maroc
c'est travailler gagnant-gagnant, c'est travailler, c'est diversifier. Alors, autre chose, maintenant au niveau interne, alors il y a eu des centrales qui peuvent être relancées, moyennant, dans le cas extrême, qui peuvent être relancées moyennant d'autres sources d'énergie. Ça peut être le pétrole, ça peut être le fouet, bien sûr, ça peut être même le charbon, et ça peut être même, et pourquoi pas lorsque c'est nécessaire, moyennant aussi notre stock énorme de schistes bitumineux qui peuvent être utilisés si jamais, naturellement, la souveraineté marocaine venait à être dérangée, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est loin d'être le cas, étant donné naturellement les possibilités dont dispose le Maroc en matière tant de diversification de ses partenaires, de ses fournisseurs et de ses capacités de gestion, bien entendu, de crise beaucoup plus grave que la crise minime que nous imposent naturellement nos voisins de l'Est. Alors, je pense que vous avez quand même cité pas mal de solutions. Moi, j'ai noté la diversification des partenaires, mais il y a aussi utilisé aujourd'hui ce gazoduc dans le sens inverse, c'est-à-dire du gaz provenant des importations espagnoles pour irriguer ces centrales du Maroc. Il y a aussi les autres ressources énergétiques que vous avez citées, les centrales qui fonctionnent au fioul. Au Maroc, on en a à Kenitra et à Mohamedia, mais aussi faire appel au gaz, même si ce n'est pas très évident dans ce contexte donc, de lutte contre le changement climatique et le gaz de schiste aussi, qui est très décrié, mais qui reste une ressource dont le Maroc dispose, en tout cas, dans son sous-sol. Alors, cela me pousse à parler de la stratégie gazière. Une stratégie gazière a été lancée au mois d'août dernier. L'objectif, c'est d'arriver à 2050 avec pas mal de réalisations. Pensez-vous que cette stratégie gazière permettra au Maroc d'être vraiment autonome ou d'être à l'abri de ces jeux de géopolitique et d'un voisinage qui n'est pas toujours dans de bons termes avec nous? Vous savez, quand le canal de Suez était bloqué, vous vous rappelez, il y a eu un remue-ménage mondial et certains pays ont très vite réagi pour dépasser le blocage. Alors, ils sont allés dans des solutions naturellement structurelles pour pouvoir détourner même, s'il le fallait, le canal de Suez. Alors, le Maroc ne peut pas rester naturellement dépendant éternellement en matière gazière. Donc, il y a ces découvertes sur lesquelles le Maroc compte certainement beaucoup, mais il y a aussi, rappelez-vous, il y a aussi le gazoduc Nigeria-Maroc-Europe, sur lequel notre pays travaille sérieusement et qui peut être une solution non pas seulement pour le Maroc, mais également pour l'Europe. Alors aujourd'hui, l'Europe ne pourrait pas rester naturellement les mains liées face à tout chantage en matière de gaz et d'énergie, comme pourrait le leur faire ou jouer un certain nombre de pays. Donc, ce qui fait que le Maroc se retrouve au centre nord-sud d'une solution partagée entre l'Europe et l'Afrique, et c'est une solution qui ne peut être que gagnant-gagnant, puisque d'un côté, elle va permettre à 13 pays subsahariens de subvenir à leurs besoins en matière gazière, mais également au Maroc, et surtout également à l'Europe, donc à partir du gaz nigérian. Donc c'est une solution aussi très très importante sur laquelle l'Europe est aujourd'hui en train de travailler. Alors vous avez vu également le cas du renouvelable. Aujourd'hui, TEC également de changer, et vous avez vu que l'Angleterre, la Grande-Bretagne, s'est déjà placée au niveau Maroc, puisqu'il y a une source aujourd'hui et une production assez consistante qui est engagée dans le sud marocain pour fournir le marché britannique, mais également qui peut être étendue très rapidement
dans un investissement qui peut être beaucoup plus large naturellement pour produire une capacité qui irait au-delà du potentiel que pourrait acquérir la Grande-Bretagne. Donc ce sont des solutions très structurelles. C'est aussi au niveau Maroc, disons-le, et peut-être je m'avance un peu dans une idée personnelle qui reste à être vérifiée. Je crois que le cas Samir aujourd'hui est à étudier sous un nouvel angle. Alors, faut-il aujourd'hui relancer Samir? Faut-il créer une raffinerie également nouvelle? Faut-il aujourd'hui aussi aller dans le nucléaire au Maroc? Je crois que c'est aussi deux solutions qui peuvent aujourd'hui, certainement, ils sont sur les tablettes de longue date, mais je crois que la conjoncture actuelle, la conjoncture de souveraineté nationale peut aujourd'hui reposer ces solutions structurelles sur de nouvelles bases. Alors surtout également que la technologie... Merci beaucoup, professeur. Juste un mot, que la technologie nucléaire aujourd'hui a avancé puisque de petites centrales nucléaires sont aujourd'hui disponibles et certains pays, même d'Europe, y compris la France, sont en train de réfléchir à les instaurer. Alors dans un cadre de partenariat également euro-africain, euro-marocain, est-ce que cette solution également est-elle envisageable au Maroc? C'est une question aujourd'hui posée. Merci beaucoup, professeur. Juste avant de terminer, je rappelle qu'actuellement, le ministère de l'énergie est en train d'étudier les propositions, les offres des entreprises à propos de la construction d'une unité flottante de stockage et de regasification du gaz naturel liquéfié. Donc, c'est en cours. Et en même temps, la stratégie à l'horizon 2050 envisage de doter le Maroc d'infrastructures gazières très structurantes et de faciliter son utilisation dans le monde industriel. Merci à vous, professeur Ahmed Azirar, d'avoir été en direct avec nous depuis Paris. Je rappelle que vous êtes professeur en économie et en commerce international. Merci à vous et bon séjour. Merci à vous, merci bien. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.